le travail, une activité porteuse de sens, point d'interrogation. Donc le point d'interrogation indique clairement qu'il s'agit d'un problème que l'on va tenter de résoudre ensemble. Vous savez que régulièrement, dans les titres de dissertation, il y a un paradoxe sensible, apparent dans le titre. Et effectivement, pour certains d'entre vous, lorsque vous avez vu peut-être le titre, vous vous êtes posé la question, ne s'agit-il pas d'une provocation, parce que pour moi, en tant qu'individu, travail et sens, ça ne va pas ensemble. Peut-être, et j'espère que non, en tout cas. Ce n'est pas un sujet très difficile, vous allez le voir. Je vais essayer de le poser de manière philosophique, mais je vais faire appel aux sciences humaines, en particulier à la sociologie du travail, donc ça va rester concret, bien que la philosophie soit une matière qui essaye de conceptualiser et donc d'abstraire les difficultés. C'est un sujet qui n'est pas difficile à mes yeux. Quand on le compare à celui qui a été donné il y a une semaine pour l'examen d'entrée à l'École normale supérieure à Paris, et qui a étonné tous les candidats, puisqu'il s'agissait d'une dissertation au titre surprenant, c'était tout simplement expliquer. Et c'était donc le sujet de la dissertation. Donc ici, vous avez quand même un titre relativement rassurant. La question qui se pose doit peut-être renvoyer à l'actualité. Vous vous souviendrez certainement, vous n'étiez pas si jeune que cela, qu'en 2008, c'est-à-dire il y a 7 ans, même si la politique ne vous intéressait peut-être pas trop pour la grande majorité d'entre vous, Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République française, quand je dis 2008, c'est 2007, excusez-moi. Non, c'est en 2012. Non, c'est en 2007. C'est en 2007. En 2007, Nicolas Sarkozy a fait sa campagne sur un thème qui a fait beaucoup jaser, qui était « Travailler plus pour gagner plus ». Le candidat socialiste qui était en face de lui, c'était une femme, c'était Ségolène Royal d'ailleurs, évidemment, a essayé de réparer les dégâts proposés par ce slogan, et donc essayer de prendre partiellement, en tout cas, le contre-pied, pas totalement, c'était difficile, bien entendu, à ce moment-là. Donc, d'un côté, il y avait l'argument traditionnel, je dirais, de l'ascèse au travail. On doit beaucoup travailler pour gagner plus. Se pose tout de suite le problème du sens du travail, qui paraît assez évident dans ce cas-ci. Et d'autre part, vous avez la valeur travail qui était mise en avant par la candidate socialiste. Il est peut-être intéressant de voir que la position du candidat de l'UMP à l'époque renvoyait à cette vieille tradition que lui-même a rappelé pendant son quinquennat à plusieurs reprises, qu'il était du côté des gens qui se levaient tôt pour aller travailler. Cette tradition, qui est ancienne, bien entendu, elle remonte à l'Antiquité, et elle renvoie plus particulièrement à un grand auteur de la littérature française, qui est Jean de La Fontaine. Ça doit vous rappeler certainement des souvenirs, si pas d'école primaire, en tout cas au début d'enseignement secondaire. Et La Fontaine a écrit une fable que tout le monde a dû étudier, qui est Le laboureur et ses enfants, et qui porte justement sur le travail. Je lis donc cette fable. Travailler, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants
leur parla sans témoin. « Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un coup de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remiez votre champ dès qu'on aura fait loup. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ, de ça, de là, partout. Si bien qu'au bout d'un an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet, mais le père fut sage de leur montrer, avant sa mort, que le travail est un trésor. Donc, cette fable met en avant, non pas ici la recherche d'un profit immédiat. Le profit n'est qu'une conséquence d'une action, d'une activité qu'est le travail, qui elle-même a du sens en soi, en elle-même. Autrement dit, ce n'est pas le profit qui est a priori recherché, même si c'est ce que font les enfants, bien entendu, mais ce qui est mis en évidence par Jean de La Fontaine via ce laboureur, c'est que le travail est une activité qui grandit l'homme. Rousseau, dans l'Émile ou de l'éducation, je montre l'ouvrage, j'utilise comme souvent l'édition Garnier-Flammarion, classique, numéro 117, et dans l'Émile, Jean-Jacques Rousseau, qui vit, comme vous le savez, au XVIIIe siècle, écrit ceci. Travailler est un devoir indispensable à l'homme social. Riche ou pauvre, puissant ou faible, tout citoyen oisif est un fripon. Lorsque Jean-Jacques Rousseau s'exprime de cette manière, il met en évidence l'aspect obligatoire du travail dès lors que l'on vit en société et sa valeur morale, bien entendu. Maintenant, on va voir un petit peu comment les choses peuvent être posées. Donc la question qui se pose au départ, lorsqu'on aborde ce sujet, le travail, une activité porteuse de sens, ce qu'en ont dit dans un premier temps de grands auteurs, parce que dans une dissertation, on ne peut pas évidemment prétendre apporter une réponse comme ça, nouvelle, sans tenir compte d'une tradition, et tout à fait logiquement, dans un premier temps, je vais me référer à deux grands auteurs qui ont réfléchi à ce problème du sens du travail, à savoir, d'une part, Karl Marx et d'autre part, Hannah Arendt. Alors, j'écrirai le nom de Hannah Arendt au tableau dans quelques instants, mais quant à Karl Marx, j'imagine qu'il n'y a aucune difficulté pour l'orthographie. Alors, Karl Marx, que vous connaissez bien entendu, qui est ce grand philosophe allemand qui vit au XIXe siècle, qui est l'auteur d'une œuvre gigantesque, dans laquelle il analyse le système capitaliste et essaye de trouver des solutions pour l'émancipation collective des êtres humains. C'est donc un des fondateurs, il y en a d'autres, du communisme. Ces théories ont été mises en application pour le bonheur ou le malheur de plusieurs peuples dans le courant du XXe siècle. Karl Marx considère le travail comme quelque chose de positif dans la mesure où le travail
permet à l'être humain de s'exprimer, de réaliser quelque chose qui lui soit propre, mais encore faut-il que l'être humain définisse par lui-même le travail qui est le sien. Autrement dit, ce qu'il met en évidence, c'est la nécessité de l'autodétermination du sujet lorsqu'il travaille. Dans le cas contraire, il y a aliénation. Et c'est bien ce qu'il dénonce pour son époque. À partir du moment, c'est-à-dire à partir de la révolution industrielle, qui débute en Angleterre dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, à partir donc de ce moment-là, les êtres humains sont rassemblés en troupeaux dans des usines. C'est une forme de travail à la chaîne qui se met en place, pas encore comme au début du XXe siècle, en suivant la théorie de Taylor. Et une image très classique et très parlante, c'est celle qui apparaît dans le film Les temps modernes de Charlie Chaplin, qui date de 1936, où l'on voit Charlot, qui se trouve sur une chaîne de montage où il doit, du matin au soir, serrer des boulons. Autrement dit, avoir une activité qui n'est justement pas porteuse de sens, parce qu'elle est répétitive, tout d'abord, et parce que l'ouvrier qui travaille devant le tapis roulant où défilent les pièces qu'il faut monter ne connaît pas, ou plutôt ne participe pas à la globalité du projet des pièces qui sont fabriquées. Ça peut être ici en l'occurrence des voitures ou toute autre machine. Il ne fait qu'un seul geste et donc il est aliéné dans son travail, c'est-à-dire que son travail lui devient étranger, ce que signifie le mot aliéné. Alienus en latin, ça veut dire étranger. Il devient étranger à son travail parce que le produit final de ces actions additionnées, conjuguées de tous les travailleurs, de tous les ouvriers qui sont sur la chaîne de montage, eh bien, donnera lieu à une machine, mais chacun des ouvriers est dépossédé du sens du travail qu'il produit. Autrement dit, chaque ouvrier mène une tâche absurde, qui ne peut avoir de sens, évidemment, que pour le patron, ou éventuellement le contremaître qui préside à l'élaboration du produit, mais qui pour chaque ouvrier individuellement est absurde. Donc, l'ouvrier est étranger au travail qu'il produit, et devient étranger à lui-même. Donc c'est une forme de folie. D'ailleurs, on rejoint le terme aliéné dans son sens courant dans la langue française. Alors, face à ça, vous avez... je vais peut-être quand même vous lire le texte de Karl Marx, qui lui-même s'inscrit dans la filiation de Hegel, qui était son maître à penser, mais qui, comme souvent, a été un maître à penser auquel il s'est opposé. Vous savez que l'histoire de la philosophie est essentiellement l'histoire de disciples qui s'opposent à leur maître, et qui veulent apporter quelque chose en plus. Vous vous souvenez, quand au mois de février, on a analysé le cas de Platon et d'Aristote. C'est un cas assez parlant. Alors, Marx est donc dans la filiation de Hegel,
qui vit à la fin du XVIIIe siècle et dans le premier tiers du XIXe siècle. Et Hegel, dont je montre ici la couverture de l'ouvrage que j'utilise, qui est la phénoménologie de l'esprit, qui est un gros ouvrage, comme vous voyez. J'utilise ici l'édition Flammarion. Et que dit Hegel à propos du travail? Il dit ceci: c'est par la médiation du travail, donc c'est-à-dire par l'intermédiaire du travail, que la conscience vient à soi-même. Donc ici, il est en train de positiver le travail. Si vous ne travaillez pas, vous ne saurez pas qui vous êtes, autrement dit. Le travail a un rôle de médiation, on peut dire d'enclencheur, pour accéder à sa propre essence. Cet être pour soi, dans le travail, s'extériorise lui-même et passe dans l'élément de la permanence. La conscience travaillante en vient ainsi à l'intuition de l'être indépendant. Donc vous voyez qu'il y a un lien de cause à effet. Donc c'est parce que vous travaillez et que vous devenez conscient que vous allez progressivement avoir l'intuition que vous êtes quelqu'un d'indépendant, d'autonome. Autrement dit, qui n'est pas dépendant du monde qui vous environne, comme intuition de soi-même. Donc vous avez bien retenu l'idée centrale ici, c'est parce que l'on travaille que la conscience, que l'on devient conscient, et que l'on devient conscient en particulier de soi-même, de ce que lui appelle cet être pour soi, et que l'on devient donc autonome par rapport au monde qui vous environne. Alors, Karl Marx lui-même reprend cette idée, sauf que chez Hegel, elle est exprimée de manière idéaliste, puisque Hegel est un idéaliste, alors que Karl Marx, qui est un matérialiste, qui reprend le système de Hegel, mais en le retournant, donc le système de Hegel qu'il considère être en fait une pyramide sur sa pointe, lui il le retourne, et cette pyramide, il la met sur sa base, considérant que c'est la matière qui constitue le réel, et non pas l'idéal. Alors, Karl Marx, dans un écrit qui qui est connu sous le nom de manuscrit de 1844, je rappelle que Karl Marx est né à Trèves en 1818, donc vous faites le compte, il a 26 ans à ce moment-là. Il a 26 ans. Et ces manuscrits de 1844 sont considérés généralement comme une plaque tournante, un moment essentiel dans la pensée de Karl Marx, en particulier par le grand philosophe marxiste français, qui était Louis Althusser, qui considérait que ces manuscrits de 1844 étaient, comment dirais-je, le moment où s'effectuait la rupture épistémologique dans la pensée de Marx. Alors, que dit Marx, donc, dans les manuscrits de 1844? J'utilise ici à nouveau l'édition Flammarion, qui reprend également dans le volume que je tiens entre les mains le manifeste du Parti communiste et quelques extraits du Capital. Voilà, publié donc chez Flammarion. Alors, que dit-il dans ces manuscrits de 1844 concernant le travail? Alors, le travail est extérieur à l'ouvrier. L'ouvrier ne s'affirme pas dans son travail, bien au contraire, il s'y renie. Donc il considère que, à partir du moment où on entre dans la fabrication à grande échelle d'objets, à l'inverse de ce qui se passait jusqu'au XVIIIe siècle, où l'ouvrier est un véritable créateur,
et où tout objet fabriqué était différent, ne fût-ce que très légèrement, des autres qui avaient été produits par l'ouvrier, qui était une sorte d'artisan, si vous voulez, à partir du moment où l'on entre dans la révolution industrielle, on a une standardisation des produits, et donc l'ouvrier ne peut plus mettre une partie de lui-même, de son âme, même si c'est évidemment presque de la provocation de parler d'âme chez un marxiste, chez un matérialiste comme Marx, mais c'est ça qui veut dire qu'il n'y a plus de singularité du produit à partir du moment où les produits sont standardisés. Et donc, dans la mesure également où il y a division du travail, où il y a parcellisation du travail, et ça, cette idée était déjà présente en 1776 chez Adam Smith, dont je vous parlais tout à l'heure, ce matin, dans un autre cours, ouvrage dans lequel Adam Smith montrait que les rendements augmentaient à partir du moment où les ouvriers étaient attachés à une activité bien précise. Il prenait le cas d'une fabrique d'allumettes ou d'épingles, je ne sais plus très bien, et il montrait qu'effectivement, si chaque ouvrier était lié à une tâche précisément, la production augmentait tout simplement parce que la productivité de chaque ouvrier augmentait elle-même. Ça va ? Donc ici, Karl Marx, dans les manuscrits de 1844, explique bien que le travail est extérieur, est devenu extérieur à l'ouvrier dans le système capitaliste qui prend toute son ampleur, qui se développe avec la révolution industrielle. Dans un ouvrage bien postérieur, puisqu'il date de 1867, Karl Marx va développer tout ça, démonter véritablement le régime capitaliste dans un ouvrage que vous connaissez bien sûr, qui est Le Capital, de Karl Marx, donc Das Kapital, puisque c'est un ouvrage qui a été écrit en allemand. Karl Marx publie cet ouvrage en 1867. 1867. Donc cet ouvrage est postérieur de 23 ans par rapport à ce que je viens de vous lire, et que dit, ou plutôt qu'écrit Karl Marx par rapport au travail dans ce livre-ci. Il dit « Le capital est du travail mort. » Le capital est du travail mort, qui, semblable au vampire, ne s'anime qu'en suçant le travail vivant. Et sa vie est d'autant plus allègre qu'il en pompe davantage. Le temps pendant lequel l'ouvrier travaille est le temps pendant lequel le capitaliste consomme la force de travail qu'il lui a achetée. Je relis. Le temps pendant lequel l'ouvrier travaille est le temps pendant lequel le capitaliste consomme la force de travail qu'il lui a achetée. C'est dans le Capital, entre autres, qu'il développe la théorie de la plus-value en distinguant, mais ça se retrouve déjà dans les politiques d'Aristote, en distinguant la valeur d'usage et la valeur d'échange des produits fabriqués. La valeur d'usage, si vous voulez, c'est la valeur qui est liée lorsque vous produisez un produit pour vous-même. La valeur d'usage, donc parce que vous allez l'utiliser. La valeur d'échange, c'est le prix auquel vous allez acheter un produit qui existe en de nombreuses quantités, en tenant compte non seulement de la valeur d'usage, c'est-à-dire le coût réel de la production du produit, auquel vous devez ajouter le bénéfice, le profit que fait le capitaliste. Ça veut dire que, par définition, aux yeux de Marx en tout cas, le capitaliste vole une partie ou une grande partie de la valeur de la force du travail de l'ouvrier.
puisque le capitaliste va vendre le produit beaucoup plus cher que le prix que lui a véritablement coûté la production de cet objet en rémunérant l'ouvrier. On est bien d'accord? Bon. Alors maintenant, je vais passer à quelqu'un qui s'oppose à Karl Marx, qui est Hannah Arendt. Et je vous avais dit que j'écrirais le nom mot à mot. Hannah Arendt. Alors, il faudra peut-être que je vais descendre le tableau, peut-être, non? Ouais, comme ça. Hannah Arendt. Je me descends. L'estrade. Alors, qui est Hannah Arendt? Alors, Hannah Arendt, c'est une philosophe allemande qui va émigrer aux États-Unis. Elle a été l'élève de celui que certains ont considéré comme le plus grand philosophe du XXe siècle, à savoir Martin Heidegger. Alors, je vais l'épeler pour ne pas tout le temps aller vers le tableau. Heidegger, ça s'écrit H-E-I-D-E-2-G-E-R. C'est le spécialiste de l'être, si vous voulez. L'être avec un E, accent circonflexe, bien sûr. Alors, Hannah Arendt est donc bien postérieure à Karl Marx, elle est postérieure d'un siècle, donc, et elle considère que Karl Marx se trompe, parce qu'elle considère que Karl Marx limite la définition du travail, je dirais, à son stade le plus basique. Autrement dit, pour Hannah Arendt, Marx, lorsqu'il évoque le travail, renvoie au dernier étage, je dirais, ou au stade le plus élémentaire de la vie active. Est-ce qu'on pourrait peut-être fermer la fenêtre, ce serait gentil. Alors, donc je reprends avec Hannah Arendt. Merci. Voilà, c'est bien. Donc, Hannah Arendt donc, conteste la définition que donne Marx du travail, et elle considère que le travail ne peut être émancipateur, comme Marx l'envisageait si le travailleur, l'ouvrier, fixe lui-même la finalité de son travail, c'est-à-dire s'autodétermine. Elle considère qu'il y a deux conditions qui doivent être remplies pour que le travail soit positif, et une valeur positive. C'est d'une part que le travail, pour qu'il ait du sens, puisque c'est cela le sujet de la dissertation, pour qu'il ait du sens, il faut que ce travail, aux yeux du travailleur, puisse avoir une pérennité, c'est-à-dire qu'il puisse s'inscrire dans un projet de vie, autrement dit, et voire être destiné à l'immortalité, autrement dit, devenir une œuvre. Comme on parle d'une œuvre d'un artiste, d'un peintre, d'un sculpteur, d'un musicien, d'un écrivain. Parce que dans ce cas-là, il s'agit d'une œuvre singulière, d'un travail singulier, original, dans lequel, justement, l'artiste va mettre son âme. Le deuxième élément qui, aux yeux d'Hannah Arendt, doit intervenir dans l'équation travail égale émancipation, c'est que ce travail doit s'inscrire dans
un projet politique. Autrement dit, que ce travail puisse s'inscrire sur la scène publique. Je peux peut-être vous montrer ici une photo d'Hannah Arendt qui apparaît sur la couverture d'une biographie publiée chez Kalman Levy, biographie due à Elisabeth Jung. Voilà. Ça, vous voyez un petit peu à quoi elle ressemble, ou ressemblait, puisqu'elle est décédée. Alors maintenant, après avoir vu cela, les positions de Karl Marx et d'autre part la position d'Hannah Arendt, on va passer à une deuxième étape dans cette dissertation. Donc première étape, c'était d'étudier ce que de grands ancêtres avaient pu dire sur le travail. Deuxième étape ici, c'est de voir si les enquêtes qui sont dues à des sociologues contemporains, actuels, si ces sociologues confirment donc Marx et Arendt. Alors, le sujet qui est le nôtre aujourd'hui est un sujet qui s'inscrit entre la philosophie politique et la philosophie morale, et qui en fait porte sur une discipline qui est plus récente et qui est la philosophie sociale. Donc ça va, philosophie sociale, entre la philosophie politique et la philosophie morale. Il s'agit donc, et ce n'est pas descendre plusieurs marches pour les philosophes que d'interroger des travaux de scientifiques. Il s'agit donc pour les philosophes de voir un petit peu ce que des enquêtes sur le terrain ont donné. Quand on interroge les gens sur leur motivation au travail, il y en a quelques-unes qui reviennent systématiquement. Il y a l'idée de la réalisation de soi. Il y a plusieurs idées, il y a l'idée que l'on peut être utile à quelque chose. Il y a également l'idée que l'on peut se faire des relations sur le plan social, se faire des amis sur le plan professionnel, avoir du plaisir à travailler en équipe. Donc vous voyez qu'on s'éloigne des préoccupations qui sont celles qui avaient été mises en évidence par Karl Marx et aussi par Hannah Arendt. Même si l'idée de réalisation de quelque chose que l'on aime est bien ici présente. Il y a également l'idée de la responsabilité. Donc vous voyez, vous avez bien retenu les différents éléments que j'ai mis en évidence ici. Donc l'intégration sociale qui était au cœur, je dirais, de la définition du travail d'Émile Durkheim. Alors, je vais vous montrer le livre, comme ça m'évite de devoir l'écrire ou de vous l'épeler. Alors, Émile Durkheim, vous voyez comment ça s'écrit? D-U-R-K-H-E-I-M. Alors, Émile Durkheim, il vit au début du XXe siècle. C'est le fondateur de la sociologie en France. Il est célèbre en particulier par un ouvrage qu'il a écrit sur le suicide. Il a essayé de montrer, en établissant des corrélations
quelles étaient les causes du suicide. Et ça a évidemment été à l'origine depuis un siècle de toute une série d'enquêtes qui ont pu être faites sur des sujets divers et qui permettent justement de voir quelles sont les causes réelles, par exemple lors du choix pour tel ou tel candidat lors d'élections. Hein, on peut essayer de savoir, quand on fait de la sociologie politique, quel est le profil type de ceux qui vont voter pour la droite, pour la gauche, pour le centre, à partir d'un certain nombre d'éléments d'ordre sociologique, d'ordre psychologique, en fonction de votre âge, en fonction de votre classe sociale, etc. etc. Ben, c'est Durkheim qui est à l'origine de ce type d'enquête. Et donc, son livre sur le suicide est au fond le parangon, le modèle de ce type d'enquête. Donc, en fait, vous avez bien retenu qu'il y a donc la notion d'intégration sociale, la notion de responsabilité, la notion également d'utilité qui reviennent systématiquement lorsqu'on interroge les individus sur le sens de leur travail. Toutefois, on remarque tout à fait, enfin je dirais apparemment logiquement, que les classes sociales ne réagissent pas de la même manière face au travail. Et c'est lié d'ailleurs aux motivations que je viens d'indiquer il y a quelques instants. Si vous prenez le cas d'un ouvrier non qualifié, je dis bien un ouvrier non qualifié, si vous prenez le cas d'une caissière et que, parallèlement à cela, vous prenez le cas d'un entrepreneur, d'un artiste, inévitablement, on va avoir des résultats très différents quant aux motivations. Vous pensez bien que chez des ouvriers non qualifiés, vous allez avoir une motivation au travail qui sera relativement faible par rapport à des éléments que j'ai évoqués tout à l'heure. Et que la part de la motivation qui est liée aux aspects financiers sera certainement le moteur majeur. Si vous prenez le cas des patrons, le cas des artistes, etc. Alors quand je dis les patrons, ce n'est pas les patrons, disons plutôt les entrepreneurs, parce que là le terme est plus juste. Évidemment que la part financière intervienne aussi, sans doute, mais beaucoup moins, parce que là, il y a une réalisation d'un projet qui intervient et qui va évidemment avoir beaucoup plus de poids. On a compté qu'en général, en moyenne, 70% des ouvriers sont, je dis bien ouvriers non qualifiés toujours. Hein. Je prends par exemple un balayeur de rue, par exemple. Hein. Eh bien, ou éventuellement, même moins, dans ce cas-là, des femmes de ménage, même moins en général que le balayeur de rue, parce que là, il y a encore quelque chose de lié à l'objet qui sera peut-être différent. Hein. Quand on fait de l'entretien chez des gens qu'on connaît, il peut y avoir un petit élément, je dirais, de type affectif et de montrer qu'on fait bien son travail. Évidemment, quand on travaille sur l'espace public, ça joue aussi, bien sûr, mais c'est moins motivant. Ben, dans ce cas-là, donc 70% des gens sont pas motivés. Maintenant, quand vous prenez le cas des entrepreneurs ou des artistes, eh bien, ils sont motivés à 90%. Donc, on est tout à fait à l'autre bout du spectre de la motivation. Alors, la question est de voir si ces résultats doivent conforter l'idée que la motivation au travail est liée, je dirais, à des classes sociales particulières. En fait, on se rend compte dans des enquêtes plus particulières, non plus sur des grands nombres, mais en faisant des enquêtes plus particulières auprès des travailleurs et des travailleuses, qu'il y a, même chez ceux qui ne sont pas qualifiés,
une volonté malgré tout de bien faire, même si, je vous l'ai dit, la motivation est moindre que chez les créateurs et que, évidemment, l'aspect financier intervient. Mais l'aspect financier est un aspect qui motive les gens positivement, hein, et qui n'est pas négligeable du tout. Je dirais même qu'il est indispensable et même nécessaire pour vivre ou survivre, vous me direz. Mais enfin, l'idée que cet argent va servir pas seulement à survivre, mais aussi à vivre et peut-être avoir un certain nombre de loisirs, fait certainement partie du projet que l'on a lorsque l'on travaille. De plus, on a interrogé comme ça des caissières de magasins et elles ont répondu que, eh bien, elles trouvent une satisfaction sur le plan social en voyant, en travaillant avec des collègues régulièrement, en voyant des clients qui reviennent systématiquement régulièrement et avec lesquels elles peuvent avoir un échange qui peut, comment dirais-je, devenir très familier sur des aspects de leur vie plus personnelle, etc., et qui ne soient pas des conversations purement, je dirais, de circonstances. Évidemment, hein, tout dépend dans quelle surface on se trouve, si c'est du travail à la chaise, etc., on n'a pas le droit. Mais enfin, il y a des lieux où il y a quand même... Il y a aussi l'idée de vouloir faire un travail bien fait. Cette idée intervient. Donc il faut nuancer ce que je vous disais il y a quelques instants par rapport aux ouvriers non qualifiés. La question donc qui se pose du point de vue philosophique, c'est donc bien le problème de la part d'autonomie du travailleur par rapport au cadre professionnel dans lequel son travail s'inscrit. Donc on en revient toujours à cette idée d'autonomie. Et on remarque que, même pour ceux qui ont un travail très routinier, il y a le travail peut devenir un plaisir, et c'est ce qui devient même la définition de travail. Il y a travail à partir du moment où l'on peut mettre une petite partie de soi. Par exemple, lorsqu'il y a une panne d'électricité et que tout à coup, eh bien, on est obligé de trouver des ficelles, d'utiliser le système D, de la débrouille. Eh bien, à partir de ce moment-là, la part d'autonomie réapparaît et à ce moment-là, le travail devient une valeur positive. Et donc, c'est dans ces interstices entre, d'une part, le prescrit, c'est-à-dire ce qui est fixé par le patron, par l'employeur, et d'autre part le réel, que se trouve cette part de travail libre et autonome. Alors, on en arrive tout doucement vers la conclusion. Il s'agit donc de reconsidérer le travail. Vous voyez qu'ici, dans toute cette dissertation, je n'ai pas cherché à mettre une part de moi-même dans ces analyses. Vous savez que j'ai des opinions politiques, vous en avez vous-même, mais vous avez remarqué que dans cette dissertation, ce qui était intéressant, ce n'était pas pour moi d'émettre des opinions qui sont les miennes, mais bien de rendre compte de théories philosophiques et d'enquêtes empiriques sur le terrain pour voir comment philosophiquement il y avait moyen de traiter le problème du travail. Sinon, très rapidement, ça aurait pu tourner au café du commerce. J'aurais dit quelle était mon opinion par rapport à Sarkozy, etc. Non, ce n'était pas ça qu'il s'agissait de faire. Il s'agissait de faire une dissertation philosophique. Non pas d'avoir une position de neutralité, parce que ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas d'être neutre et finalement de dire que tout le monde a raison, que tout le monde a tort, c'est pas ça. Hein? Il s'agissait d'essayer de voir quels sont les éléments qui interviennent lorsqu'on analyse un sujet. Et justement, puisque je dis qu'il faut reconsidérer la notion du travail d'un point de vue philosophique, il y a au moins un problème qui surgit. Quand on dit réalisation de soi,
je dirais, intuitivement ou empiriquement, on voit ce que cela veut dire d'un point de vue psychologique ou d'un point de vue social. Mais le philosophe qui s'interroge sur ce sujet doit se poser de véritables questions. C'est quoi la réalisation de soi du point de vue philosophique? Il faut d'abord comprendre ce que signifie le mot réalisation d'un point de vue philosophique et le mot soi d'un point de vue philosophique. Qu'est-ce que c'est que le soi d'un point de vue philosophique? Puisque la philosophie s'interroge sur le problème de l'être, s'interroge sur le problème de l'être en soi. Vous vous souvenez le texte de Hegel que j'ai pu lire dans la phénoménologie de l'esprit. Qu'est-ce que c'est que le réel pour un philosophe? Alors le réel, à la limite, chaque philosophe va peut-être en donner une définition différente, mais par sa méthode, il va essayer d'approcher rigoureusement ce que c'est que le réel. Donc il va se poser la question de manière plus approfondie, je dirais, qu'un psychologue ou qu'un sociologue. Il va se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que le réel? Le mot réel, j'ai eu l'occasion de vous le dire, vient du mot res, R-E-S, qui en latin veut dire la chose. Est-ce que le mot réel est synonyme du mot concret? Je ne le crois pas. Parce qu'une chose abstraite peut être réelle. On est bien d'accord. Donc vous voyez que se pose, alors là, le vrai travail du philosophe, je veux dire, que moi je ne vais pas entamer ici, parce qu'il s'agit ici de vous apprendre à construire une dissertation philosophique, mais que le vrai travail philosophique va consister à s'interroger sur des notions et en allant au fond des choses. Réaliser signifie rendre réel, on signale, hein, réaliser c'est rendre réel. Et réaliser dans le domaine juridique ou commercial, c'est quelque chose de précis. Réaliser un bien, vous regardez dans le dictionnaire, ça veut dire vendre un bien. Du point de vue philosophique, c'est autre chose. Et quand je vous ai dit le soi, qu'est-ce que c'est que le soi? Est-ce que le soi c'est la même chose chez Merleau-Ponty? Est-ce que le soi c'est la même chose chez Sartre? Est-ce que le soi c'est la même chose, je ne sais pas moi, quels sont les auteurs chez Hannah Arendt ou chez Marx? Non. Donc la philosophie nous oblige à réfléchir au fond des choses. Quant à revenir maintenant sur les théories de Marx d'une part et de Arendt d'autre part, on voit que dans les faits, concrètement, il est difficile, effectivement, de trouver de la place dans le travail d'aujourd'hui, chez les travailleurs d'aujourd'hui, parce qu'ils se plaignent, la grande majorité des travailleurs se plaignent. Si l'on a fait la grève hier en Belgique, grève générale, enfin pas grève générale, c'est en tout cas grève dans les services publics, vous en avez profité ou au contraire, ça dépend comment vous voyez, au contraire vous avez perdu votre journée, enfin bon, il se fait que l'école ici était fermée hier, comme vous savez, donc on a été contraint à ne pas pouvoir faire la grève. C'est paradoxal, mais en ne pouvant pas travailler hier, on n'a pas pu faire la grève. C'était ça, ben oui, puisque l'école était fermée. On aurait pu faire la grève si l'école avait été ouverte. Enfin bon, c'est un autre problème, ça. C'est un problème aussi un peu, qui est politique, mais aussi philosophique, si vous voulez, puisqu'on parle du problème d'être et non d'un être transcendant. Eh bien, voilà le problème des gens qui, voilà, on comprend, ils ne peuvent pas travailler jusqu'à 66, 67 ans, pas dans les mêmes conditions, etc., etc. Donc le problème du travail est un problème hyper actuel. Mais donc le problème qui se pose par rapport à Marx ou par rapport à Hannah Arendt, c'est qu'il est difficile de trouver une voie moyenne, une via média, qui permette effectivement à la fois aux travailleurs de s'émanciper, mais je vous ai dit que d'après les enquêtes auprès des caissières, elles trouvent quand même une certaine satisfaction dans leur travail, bien que ce travail paraît extrêmement routinier, etc. Il y a le problème maintenant ça c'est la position d'Hannah Arendt, comment travailler et s'épanouir, je dirais, en donnant une valeur politique au travail que l'on effectue. Parce que le travail n'est pas neutre. En posant un acte, en travaillant, on fait sans s'en rendre compte de la politique, parce qu'on accepte ou non un système donné.
on est ou non dans le système capitaliste ou dans un système collectiviste, et on se positionne contraint et forcé, ou au contraire librement par rapport aux actes que l'on pose. Donc voilà, je crois avoir fait le tour du sujet. Vous voyez, j'ai essayé de ne pas être trop long. Alors je vous montre quelques ouvrages pour poursuivre cette réflexion. Alors, tout d'abord, je ne vous avais pas montré tout à l'heure l'ouvrage d'Émile Zola, parce qu'on connaît la série des Montmacar, et c'est un ouvrage qu'on lit peut-être moins que les autres, c'est le 14e volume, L'œuvre. Alors, de Pierre Rosan-Vallon, La contre-démocratie, la politique à l'âge de la défiance. Alors là, c'est dans les essais, dans la collection Point au Seuil. Alors, un ouvrage qui est passionnant à lire aux éditions complexes de Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet, Travail et esclavage en Grèce ancienne. Alors, il faut savoir que Jean-Pierre Vernant, ce n'est pas un historien, c'est un philosophe au départ. Et il avait entamé une thèse où son sujet, c'était le travail en Grèce au 5e siècle avant Jésus-Christ, mais ce qui l'intéressait, ce n'était pas d'étudier les travailleurs, c'était d'interroger la notion philosophiquement. C'est qu'est-ce que le travail, qu'est-ce que la notion, qu'est-ce que le concept de travail pour un grec au 5e siècle avant Jésus-Christ? Parce qu'il faut d'abord interroger le concept lui-même. Le travail, la notion de travail, c'est peut-être pas la même chose pour un Américain, pour un Russe, pour un Belge. Et vous le savez bien, hein, les Flamands considèrent que les Wallons n'ont pas la même vision du travail qu'eux. Parce que c'est trop facile de dire par essai. Non, c'est vrai que pour eux, la notion de... Ils considèrent, je ne dis pas qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas raison, ça c'est pas mon problème, mais que la valeur travail n'est pas la même des deux côtés de la frontière linguistique. Alors Max Weber, publié chez Plomb, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, c'est un ouvrage qui a un siècle, qui essaie de montrer le lien entre l'ascétisme au travail, justement, et la réussite du capitalisme, par le biais du calvinisme. Alors, d'Albert Camus, le mythe de Sisyphe, vous connaissez certainement, ici c'est dans la petite collection Idées chez Gallimard, c'est ce personnage de la mythologie grecque qui est condamné par les dieux à conduire, à faire rouler une grosse pierre jusqu'au sommet d'une colline. Évidemment, dès qu'il arrive au sommet de cette colline, la pierre roule, c'est évidemment la gravitation, vers de l'autre côté de la colline, et donc il est condamné à effectuer ce travail jusqu'au moment où la pierre restera sur le sommet. Elle ne pourra jamais rester sur le sommet, et c'est la raison pour laquelle donc Albert Camus utilise donc ce mythe de Sisyphe pour montrer l'absurdité de la vie. Et ça peut être lié à l'absurdité du travail. C'est la fameuse expression métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Hein, on se lève, on va travailler, et puis on est tellement fatigué par son travail qu'on va dormir. Hein, voilà. Alors, il s'agit ici d'un manifeste contre le travail d'un groupe anarchiste allemand qui s'appelle Crisis, dans la collection 10-18. Et en fait, ce sont des membres de ce groupe, ce sont des post-situationnistes, c'est-à-dire des gens qui sont très influencés, qui reprennent les théories de Raoul Vaneigem et de Guy Debord, théories qui datent des années 50 et 60, et qui remettent en question l'idée même de travailler. Ça intéressera peut-être certains d'entre vous. Alors, là, ce sont des ouvrages plus concrets de sociologie du travail. Tout d'abord de Xavier Dupré, Henri Houben et Eric Rydberg, Capital contre travail, l'offensive sur les salaires, chez un éditeur belge qui s'appelle Couleur Livre. Alors, un numéro de Sciences humaines, le numéro 227 de juin 2011, confie au travail de nouvelles mobilisations.
un autre numéro de Sciences humaines consacré aux nouvelles formes de domination au travail. Alors, il s'agit du numéro 158 de mars 2005. Et enfin, pour terminer, un numéro de la revue L'Histoire qui date d'octobre 2011, c'est le numéro 368, et qui résume un petit peu mon propos, ou en tout cas le point de départ de mon propos, c'est le travail, malédiction ou libération? Point d'interrogation. J'ai dit.